Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Le débat sur la sidérurgie s'est donc ouvert aujourd'hui devant les élus dans une ambiance, disons, moins houleuse qu'on ne pouvait le prévoir, aussi bien à l'intérieur de l'hémicycle qu'à l'extérieur, dans la rue. Vous le savez, plusieurs milliers de mineurs lorrains s'étaient donné rendez-vous. D'entrée de jeu, Raymond Barre a annoncé certaines mesures, nous allons y revenir. Mais je voudrais auparavant vous dire un mot d'une catégorie de Français à laquelle on songe moins souvent peut-être, et que l'on appelle plus généralement celle du troisième âge. Elle a ses difficultés et elle souhaite, elle aussi, faire valoir ses droits et être entendue surtout des pouvoirs publics. Les vieux s'organisent aujourd'hui, ils retrouvent l'ardeur de leurs vertes années et la vertu aussi des banderoles. Exemple aujourd'hui à la Bastille, à Paris. Près de 1000 personnes âgées de la Bastille à l'Hôtel de Ville de Paris. 1000 vieux représentant les 7 millions de Français de plus de 65 ans. Certains vivent avec 24 francs de pension par jour. Si l'on compte le loyer, les impôts et certains frais fixes, cela fait 10 francs par jour pour beaucoup. Leurs revenus n'atteignent pas la moitié du SMIC. L'Union des Vieux de France ne veut pas l'aumône des pouvoirs publics, mais un minimum vieillesse atteignant 80% du SMIC. Ça, c'est tous les 3 mois? Tous les 3 mois. 2250 francs tous les 3 mois. Tous les 3 mois. Vous n'avez aucune pension autre que ça pour le logement. Ça vous fait 800 francs par mois, en gros. Nous avons travaillé 50 ans pour notre pays, disent-ils, pour être rejetés, ignorés, oubliés. Quand les vieux s'organisent, c'est peut-être un signe. Une séance pas tout à fait comme les autres, c'est donc ouverte aujourd'hui à l'Assemblée nationale, cet après-midi, pas tout à fait comme les autres, puisque sur le dossier des parlementaires, il y avait un dossier explosif, celui de la sidérurgie. Pas très loin du Palais Bourbon, des milliers de mineurs lorrains contenus place des Invalides par des forces de police. On attendait le Premier ministre qui a décidé d'engager, vous le savez, le gouvernement dans la difficile bataille de la modernisation d'un secteur de l'économie particulièrement touché. Premier geste symbolique, sans doute, le haut fourneau d'Usinor à Thionville ne sera pas fermé dans l'immédiat. Plus important, les patrons de la sidérurgie devront mettre en œuvre un programme de rénovation de 12 milliards. L'ensemble des mesures annoncées suffira-t-il à calmer les inquiétudes? Le débat, bien sûr, ne fait que s'ouvrir. En plein soleil, des pique-niqueurs inattendus ce matin au Champ de Mars. Près de 10 000 sidérurgistes, des mineurs de fer aussi, sont arrivés en quart de Lorraine, du Nord, pour défendre leur emploi, le jour du débat sur la sidérurgie à l'Assemblée nationale. Des militants, des travailleurs immigrés, beaucoup de jeunes. Certains sont venus avec leurs familles, leurs enfants. Au début du cortège, qui s'ébranle à 13h30, les responsables de la métallurgie CGT-CFDT, mais sont là aussi les sidérurgistes de FO, des cadres et même des patrons de petites entreprises, les PME de Thionville. Les élus locaux de gauche, notamment le docteur Souffrin, maire communiste de Thionville, défilent aussi. La manifestation passe à côté du ministère du Travail. Arrivé rue Saint-Dominique, l'accès à l'Assemblée est bloqué. Calmement, les manifestants, qui ont envoyé une délégation au Palais Bourbon, se replient sur l'esplanade des Invalides, juste au moment où commence le débat à l'Assemblée. Trois sur 4 des travailleurs touchés par les suppressions d'emplois ne connaîtront pas une situation de chômage. Le gouvernement ne se contentera pas de tels résultats, il entend que des mesures exceptionnelles soient mises en œuvre pour des départs encore plus nombreux en retraite anticipée. Grâce à l'ensemble de ces dispositions sociales, ce n'est en définitive qu'une proportion extrêmement réduite des travailleurs touchés par les suppressions d'emplois qui devra être reconvertie. Le gouvernement a voulu cette fois que la question de la sidérurgie soit traitée au fond, sans expédient, sans artifice, par le recours à l'ensemble des moyens industriels, financiers et internationaux nécessaires. Le redressement de notre sidérurgie sera mené à son terme et notre pays sera doté d'un appareil industriel moderne et compétitif. Cette œuvre répond à l'intérêt du pays
comme elle répond à l'intérêt des régions sidérurgiques elles-mêmes. Elle est indispensable. Mais le gouvernement ne l'a pas entreprise dans l'ignorance, dans l'indifférence à l'égard de ceux qui voient aujourd'hui leur région, leur ville, leur usine, leur emploi frappés par la crise. Je comprends que ceux qui n'ont jamais mesuré leur effort dans le travail fassent preuve d'une grande amertume et d'une profonde anxiété. Mais à l'amertume doit faire place la confiance, à l'anxiété l'espoir. Le gouvernement, pour sa part, assurera aux régions éprouvées les moyens de leur avenir. Première mesure immédiate annoncée par Raymond Barre, le haut fourneau d'Usinor, près de Thionville, ne doit pas fermer. Cela permettra de conserver 700 emplois environ sur les 3000 suppressions annoncées par Usinor. Mais le plan acier du gouvernement est beaucoup plus global. Son objectif, maintenir la capacité de production de la sidérurgie française à son niveau actuel, c'est-à-dire 33 millions de tonnes par an. Mais la maintenir en modernisant les installations existantes pour que l'acier français redevienne compétitif face aux aciers étrangers. Pour parvenir à cette modernisation nécessaire, il faudra fermer des usines. Mais les sidérurgistes devront aussi rénover les anciennes et en créer de nouvelles. Ils devront donc mener un très gros programme d'investissement de 12 milliards de francs. Bien sûr, le gouvernement aidera les sidérurgistes à mettre en œuvre ces investissements, mais l'aide sera subordonnée à un contrôle sévère et à des garanties précises. Enfin, pour compenser les suppressions d'emplois inévitables entraînées par cette modernisation, un effort particulier va être fait pour créer des emplois en Lorraine surtout et aussi dans le Nord. Ainsi, le gouvernement a demandé à l'industrie automobile de s'implanter en priorité dans le bassin lorrain. La régie Renault pourrait y créer une usine. Citroën, déjà installée à Metz, s'agrandira. Simca Chrysler développera ses installations dans le Nord, ainsi que BSN qui fabrique du verre. Enfin, en Lorraine toujours, des prêts particuliers seront accordés aux petites et moyennes entreprises créatrices d'emplois. Je reçois d'ailleurs à l'instant les premières réactions des syndicats. Pour M. René Huin de la CFDT, aucun plan en fait n'a été annoncé par M. Barre. Pour la CGT, le pouvoir a dû tenir compte de la lutte engagée contre les licenciements en Lorraine et dans le Nord, mais la CGT ajoute que les travailleurs doivent amplifier leur action. La discussion, en tout cas à l'Assemblée nationale, va se prolonger tard dans la nuit et vraisemblablement demain. C'est peut-être ce qui explique que les députés aient préféré se ménager cet après-midi. On a eu l'impression à l'Assemblée nationale que les passes d'armes attendues gardaient un certain ton. Pourquoi tous les investissements ont-ils été concentrés sur les installations nouvelles d'Usinor, Dunkerque et de Fos? Pourquoi n'a-t-on pas entrepris à temps la modernisation d'installations plus anciennes du Nord et de la Lorraine? Pourquoi a-t-on pris ainsi le risque de laisser mourir des régions entières où la sidérurgie est le cœur de tout le développement industriel? Aussi, dans le cas d'espèces dont nous débattons, pensons-nous qu'il faut aller plus loin, beaucoup plus loin, dans le reclassement des travailleurs. La profession pour laquelle on fait un effort n'a pas le droit de se désintéresser du sort des ouvriers, des employés, des cadres. Elle doit proposer effectivement des emplois de reclassement dans les entreprises qui sont couvertes par les holdings financiers. C'est un devoir pour la profession et c'est un point que nous souhaitons contrôler. Cette quasi-faillite de la sidérurgie française, c'est d'abord le résultat de 20 ans d'erreurs et de démissions. Vous faites semblant aujourd'hui de redécouvrir les problèmes de la sidérurgie. Vous faites semblant de vouloir traiter définitivement et de manière nouvelle un problème d'actualité. Mais, Monsieur le Premier ministre, cela fait 20 ans que l'on nous tient toujours le même discours. Nous n'avons cessé en Lorraine d'attirer l'attention du pouvoir central sur la nécessité de sortir cette région de sa mono-industrie et de procéder à un redéploiement industriel. Depuis 30 ans, on parle de doter la Lorraine d'un tissu industriel comparable à la Ruhr, car notre région a les mêmes atouts. Aussi, c'est la faute d'improvision, de tergiversation de la part du gouvernement que les populations lorraines vivent dans l'angoisse depuis des mois.
Un débat, donc, vous le constatez, qui se déroule malgré tout dans le calme. Monsieur Raymond Barre sera demain soir l'invité d'Antenne 2 pour la première émission de Jean-Pierre Elkabbach et d'Alain Duhamel, Carte sur table. Exceptionnellement, cette émission commencera à 20h demain, de sorte que notre journal, lui, commencera à 19h45. La sidérurgie a été indirectement évoquée aujourd'hui à la réunion du comité de liaison de la gauche consacrée, vous le savez, à l'actualisation du programme commun. Cette actualisation devra se faire avant les vacances d'été. Le Parti communiste souhaite étendre les nationalisations à 3 nouveaux secteurs, le pétrole, l'automobile et la sidérurgie, justement. Les socialistes et les radicaux de gauche, eux, veulent s'en tenir à ce qui est prévu dans le programme commun. Le Parti communiste suggère également que les gaullistes d'opposition, le PSU, mais aussi les syndicats, participent à ces discussions sur l'actualisation du programme commun, si bien sûr ils le désirent. Un sommet de la gauche aura lieu le 17 mai. Une journée chargée pour Raymond Barre, qui, avant de se rendre à l'Assemblée nationale, avait rendez-vous avec les moyennes entreprises, qu'elles soient industrielles ou commerciales. Devant les quelques 1000 dirigeants d'entreprises moyennes réunis à Paris, le Premier ministre a déclaré qu'il comptait sur eux pour seconder le gouvernement dans sa politique de l'emploi. Ce sont ces entreprises qui vont bénéficier de crédits spéciaux grâce notamment à l'emprunt de 2 milliards de francs qui a été lancé hier. Ces entreprises moyennes, très nombreuses, dans la mécanique notamment, sont souvent en meilleure santé que certains grands groupes industriels et elles sont susceptibles d'alimenter la rubrique offre d'emploi. Les entreprises à taille humaine se caractérisent d'abord par le fait qu'elles réalisent des profits, des bénéfices relativement importants par rapport à leur chiffre d'affaires et que ces bénéfices sont en général réintégrés dans l'affaire, ce qui permet de développer plus vite l'entreprise. C'est important. Deuxièmement, un autre avantage, c'est que ces entreprises à taille humaine ont une grande créativité. Ce sont celles qui déposent le plus de brevets d'invention par rapport à leur nombre de salariés. Troisièmement, grâce à cette créativité, elles ont une création d'emplois nouveaux relativement important, même si ça peut paraître faible dans la période actuelle. Et quatrièmement, elles ont, ces entreprises à taille humaine, un climat social qui est généralement assez bon, en tout cas meilleur que dans les très grands groupes et bien meilleur que dans les sociétés nationalisées. Au total, on compte 25 600 entreprises moyennes, industrielles et commerciales, et si les grandes entreprises constituent la force de frappe de l'économie française, les moyennes en sont l'infanterie. On appelle entreprise moyenne celle qui regroupe entre 500 et 2000 salariés, se situant ainsi entre les artisans, les petites entreprises et les grandes firmes. Leur poids dans l'économie française est important puisque ces entreprises réalisent 38% de la production française contre 32% pour les grandes et 30% pour les petites. Enfin, leur rôle sur le marché du travail est primordial puisque 8 millions de salariés travaillent dans une entreprise moyenne. Le musée automobile Schlumpf de Colmar ne sera pas évacué finalement. La Cour d'appel a donné raison à la CFDT contre le jugement récent du tribunal de grande instance de Mulhouse. Le port de Marseille bouché non pas par une sardine mais par les pêcheurs et jusqu'à nouvel ordre, plusieurs cargos sont bloqués. Les paquebots attendus devront vraisemblablement stationner dans la rade de Marseille. Les 68 grandes écoles françaises, dont l'ENA, vont s'ouvrir aux élèves de l'enseignement technique et jusqu'à concurrence de 20%. C'est une des décisions prises au Conseil des ministres de ce matin. Les bacheliers issus de cette formation pourront donc y accéder dès la rentrée prochaine. Le Conseil a également décidé un important mouvement préfectoral et puis il a fait le point de la politique de défense du consommateur. M. Valéry Giscard d'Estaing insistant sur la nécessité de donner à ce consommateur les moyens de faire valoir ses droits et de défendre ses intérêts. Un Conseil qui se tenait exceptionnellement, vous le savez, avec 24 heures d'avance pour permettre au président de la République de quitter Paris à destination de Dakar. C'est demain que commence en effet dans la capitale sénégalaise le sommet franco-africain. À l'ordre du jour initialement l'économie, mais on parlera aussi certainement politique. C'est ici que pendant 2 jours, derrière cette statue d'un héros sénégalais, Valéry Giscard d'Estaing, qui vient de se poser il y a quelques secondes à peine sur l'aéroport de Dakar, va entamer un dialogue avec ses 18 partenaires de la conférence franco-africaine. Conférence rodée, c'est la 3e édition du genre, une fois à Paris, une fois en Afrique, mais qui cette année devrait trouver un relief particulier depuis bien sûr l'intervention de la France au Zaïre. Inutile de vous dire que le président français a pris depuis 2 semaines une autre stature vis-à-vis de ses partenaires africains et il devrait ici en recueillir les fruits. Alors va-t-il pousser plus loin son avantage? Ce n'est pas impossible.
Certains murmurent que la France pourrait, par exemple, financer une force d'intervention permanente en Afrique, une force africaine, et qui pourrait à tout moment, basée par exemple en Côte d'Ivoire, intervenir dans un conflit semblable à celui du Zaïre. Ce n'est qu'une rumeur, mais je crois qu'elle est significative du climat favorable qui entourait l'initiative de Valéry Giscard d'Estaing et qui devrait baigner les travaux de cette conférence. Dans l'avion présidentiel, il y avait aujourd'hui 5 invités qui ne sont pas très habitués au faste protocolaire. La famille Baudouin, une famille du Nord, avec elle un jeune Sénégalais qu'elle a adopté, et puis une jeune fille qui est élève à l'école polytechnique. Des touristes qui seront sans doute, disons, plus sensibles au charme du Sénégal qu'à l'évolution politique d'un pays qui s'efforce actuellement de vivre sa démocratie à l'africaine. Ces militants appartiennent au Parti africain de l'indépendance, l'opposition communiste au Sénégal. Dans un bidonville de la banlieue de Dakar, ils tiennent leur 2e réunion politique depuis qu'ils ont été autorisés à sortir de la clandestinité à la fin de l'année dernière. Interdits pendant 14 ans, ils ne comptent plus guère qu'un millier de sympathisants. Mais le timide retour de ce parti à la vie politique est bien le signe de la démocratisation au Sénégal. Son chef, Mahmoud Diop, militant de choc qui vient de passer 14 ans en exil, a pu obtenir à son retour la libération de tous les prisonniers politiques. Est-ce que vous avez les moyens de vous exprimer ici au Sénégal? Oui, avec les difficultés habituelles. C'est-à-dire que nous pouvons publier des journaux, nous pouvons utiliser la radio dans des limites à l'heure actuelle encore assez restreintes, qu'il faudra développer. Et nous pensons que tout ça ne peut pas être donné d'ailleurs du jour au lendemain. Il faut un certain temps, un certain travail, que nous arrivions à obtenir au fond tous nos droits. Un autre signe de la démocratisation au Sénégal, le droit de grève, autorisé chez les salariés, toléré chez les étudiants, comme ici ceux de la faculté des sciences, en grève depuis 6 semaines pour leurs problèmes d'avenir. La police n'est pas intervenue. Depuis le début, nous faisons, depuis le 7 mars, des piquets de masse. Ces piquets de masse ne se sont pas encore heurtés disons, à l'opposition de la répression directement. Bon, simplement, nous pouvons noter la présence des gardes civils dans l'université qui sont là depuis 1968, lorsqu'on a instauré le régime provisoire à l'intérieur de cette université. Aujourd'hui au Sénégal, opposition et contestation ont droit de cité. Dans les classes moyennes, un parti est solidement implanté, le Parti démocratique sénégalais, de droite modérée, premier parti d'opposition. Il se vante de compter plus de 100 000 adhérents et d'obliger le pouvoir à l'écouter. Et je peux dire qu'effectivement le pouvoir nous écoute dans la mesure où beaucoup de nos revendications ont été satisfaites. Disons par exemple en ce qui concerne le code électoral. Lorsque le parti se créait, il y avait au Sénégal un code électoral basé sur le scrutin majoritaire de liste au niveau national. Nous avons estimé que ce type de scrutin n'était pas démocratique dans un contexte pluraliste et nous l'avons dit, nous avons été écoutés et le gouvernement a été amené à modifier le code électoral et à adopter un scrutin proportionnel qui, aux prochaines législatives, assure l'opposition de rentrer au Parlement. Mais l'expérience démocratique sénégalaise a ses limites. La renaissance de la vie politique, organisée par le président de la République dans son palais de Dakar, est strictement définie par la loi. 3 partis seulement, dont le sien, le Parti socialiste, sont autorisés. Chacun doit se réclamer d'un courant de pensée duquel il ne peut s'écarter. Il y a un courant qui se réclame du libéralisme de gauche. Il y a un courant qui se réclame du socialisme démocratique et un courant qui se réclame du marxisme-léniniste. Et c'est la raison pour laquelle nous avons institué le tripartisme, mais j'ai toujours dit qu'il y avait place encore pour un parti du centre
et pour un parti conservateur, mais au Sénégal, les gens sont très influencés par ce qui se passe en Europe en général et en France en particulier, et personne ne veut se déclarer conservateur. L'opposition a une presse. Vous savez qu'au Sénégal, s'il n'y a qu'un quotidien national, il y a par contre plusieurs hebdomadaires et plusieurs mensuels. Et l'opposition peut s'exprimer pendant les élections également à la radio. J'ai décidé que désormais, au cours des campagnes électorales, la parole serait donnée à chacun des partis chaque semaine pendant toute la campagne électorale. L'expérience démocratique sénégalaise se traduira l'an prochain par des élections législatives. Pour la première fois, les Sénégalais pourront faire entrer au Parlement des députés de l'opposition. Le Sénégal que le président de la République visitera après le sommet franco-africain. En bref, maintenant, Marcel Spadjari a été mise aujourd'hui en liberté, mais elle demeure inculpée de complicité. L'épouse du cerveau du casse de Nice affirme qu'elle est toujours sans nouvelles de son mari. Gérard Amanrich, ce diplomate qui avait tué sa femme et ses 2 enfants, s'est pendu à l'hôpital Sainte-Anne ce matin après avoir trompé la vigilance de 2 infirmiers et d'un surveillant. Et puis, faut-il supprimer les courses d'automobiles? Question épisodique depuis le début de la crise pétrolière, mais qui revient, semble-t-il, cette fois-ci avec insistance. L'offensive est menée par l'Agence pour les économies d'énergie, mais aussi par le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport. Non pas d'ailleurs que les courses brûlent trop de pétrole, mais parce que, semble-t-il, elles donnent le mauvais exemple. Quelques chiffres extraits d'un livre blanc de la Fédération des sports automobiles. Plus de compétition, cela veut dire suppression de 3000 emplois, en tenant compte uniquement de ceux qui travaillent à temps complet pour la course. Plus de compétition, c'est près de 400 millions de francs de pertes de recettes pour les collectivités locales qui construisent et entretiennent des circuits, et 400 millions de francs d'investissements devenus improductifs. Répercussions sur la voiture de Monsieur Tout-le-Monde, les moteurs modernes, les pneus, les huiles, les carburants, l'injection électronique qui diminue entre parenthèses la consommation, ont été testés par la course et commercialisés ensuite. C'est également le cas des phares à longue portée, des freins à disque, des lave-glaces, des ceintures de sécurité, même des rails de sécurité. L'industrie française bénéficie également à l'étranger des retombées de la compétition. Un exemple, les victoires Matra au Mans ont permis à cette firme de vendre d'autres produits à l'extérieur grâce à la publicité donnée à ses succès. Enfin, les constructeurs tentent l'aventure des grands rallyes internationaux afin de prouver la qualité de leurs produits. Et l'effort des Japonais au Safari Rally du Kenya prouve que la course leur permet de s'imposer très rapidement sur le marché africain. C'est la politique de Peugeot chez nous, et jusqu'à preuve du contraire, les constructeurs n'ont jamais œuvré en philanthrope. Aujourd'hui, c'est l'épreuve de force. Un chiffre pourtant, la consommation du sport automobile en France représente 0,01% de la consommation globale. Alors Jean-Marie Balestre, vous représentez la Fédération automobile et à ce titre, vous allez donc avoir des discussions demain avec le secrétariat d'État à la jeunesse et avec l'Agence pour les économies d'énergie. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, vous avez bonne conscience. Je vous dirais que les mesures prises par l'Agence nationale d'économie d'énergie sont des mesures qui relèvent de la pure démagogie et qui sont le fait de quelques technocrates qui sont totalement incompétents. Car en fait, lorsque le sport automobile, au lendemain de la crise énergétique en 1973, a pris de lui-même la décision de réduire de 40% ses activités, il a voulu donner un exemple de civisme à tous les Français. Vous faites à peu près combien de courses dans l'année? Nous faisons 700 courses dans l'année, nous sommes bloqués à 700 compétitions, mais dans le jeu d'une expansion normale, nous devrions aujourd'hui développer environ 1400 compétitions et nous refusons chaque année la demande de 500 compétitions qui nous est présentée soit par les municipalités ou les associations sportives. Alors l'agence dit, par effet psychologique, on pourrait arrêter les courses. Est-ce que par exemple faire l'apologie d'un Niki Lauda, ça ne pousse pas certains conducteurs à appuyer sur la pédale? Écoutez, je crois que les 150 km de bouchons dimanche dernier sur les routes de Pâques n'ont pas permis à beaucoup de Français de faire des excès de vitesse. J'ajouterais que, d'une façon générale, nous n'avons pas à faire preuve d'imagination en tant que Fédération du sport automobile à la place de l'Agence pour l'économie d'énergie. Nous n'avons pas à inventer de formules nouvelles et notre comité directeur, qui s'est réuni aujourd'hui d'ailleurs, a donné les pleins pouvoirs à son président pour la réunion de demain matin, qui est tout de même capitale. Ça veut dire c'est la déclaration de guerre? C'est pas une déclaration de guerre, mais je vous signale que par suite du veto de l'Agence pour l'économie d'énergie, au moment où nous parlons, à un mois d'échéance, le 15 mai, il n'y a plus de sport automobile en France. C'est-à-dire que nous sommes en pleine saison,
que les 24 heures du Mans se préparent, le Grand Prix de France de Formule 1 est également préparé, des centaines de compétitions doivent avoir lieu. Alors, ce que réclame notre fédération de façon formelle et énergique, c'est pour les 35 000 licenciés du sport automobile, l'égalité devant la loi au même titre que tous les autres Français. Et j'ajoute... Et au même titre que les autres fédérations sportives. Et au même titre que les autres fédérations sportives, car ni le parachutisme, ni la moto, ni le motonautisme, aucun des sports mécaniques n'est frappé. Et aucun pays limitrophe, d'ailleurs, n'applique des mesures analogues. Donc nous réclamons qu'il n'y ait plus de ségrégation et de mesures discriminatoires pour un sport automobile qui est le fer de lance des exportations de l'industrie économique. Je vous remercie. Je ne sais pas si le vélo est plus recommandable. En tout cas, il faut saluer ce soir la victoire d'un Français dans une grande classique cycliste. Bernard Hinault, en effet, a battu les Belges. Et chez eux, dans la course Gand-Wevelgem, la dernière victoire d'un Français dans une grande classique remonte à 11 ans. C'était dans Liège-Bastogne-Liège et ce Français s'appelait Jacques Anquetil. Lui ne manque pas d'énergie. Bernard Hinault, originaire d'Iffignac dans les Côtes-du-Nord, 23 ans en décembre dernier, vient de mettre fin à la domination étrangère belge, surtout dans les épreuves classiques d'un jour. Il faut remonter à 64, cela fait 13 ans, pour trouver le nom d'un autre Français au palmarès de Gand-Wevelgem, c'était Jacques Anquetil. Une course très difficile, 275 km, dont le parcours sur la fin est hérissé de petites côtes qui provoquent la sélection. À 35 km de l'arrivée, Hinault démarre, écart à l'arrivée, 2 minutes d'avance. Sur un groupe de battus où figuraient notamment Godefroot, Terling, Dierix, 3 Belges et un autre Français, Patrick Béon. Seul un Italien, Algheri, réussissait en solitaire à prendre la deuxième place à 1 minute 30 du Français. Hinault, grand spécialiste de la poursuite et excellent rouleur, a prouvé aujourd'hui qu'avec une bonne préparation et l'absence de complexe, eh bien cela suffisait parfois pour battre les étrangers chez eux. En espérant qu'ils fassent école d'ailleurs, Bernard Hinault avait été le meilleur Français sur l'ensemble de la saison l'an dernier. Des images ensoleillées en Belgique, vous l'avez constaté, mais en France aussi. Il a fait entre 9 et 19 aujourd'hui. Marseille a battu le record de chaleur, 19 degrés. Donc le temps sera généralement beau et ensoleillé demain encore, avec peut-être quand même quelques pluies près de la Manche et dans le Nord. Une dernière information peut-être, Betty Lureau. Oui, une rencontre Mitterrand-Bergeron le vendredi 29 avril au siège du Parti Socialiste. Voilà Jean-Claude. On vous retrouve de toute façon pour le journal de 23 h. Bonne soirée à tous.